Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Speedline, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône. Icône qui nous amène aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi, quelque part au domicile de l'honorable Léon Komlan Ahossi. Il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député LD, figure emblématique de l'opposition béninoise. Qui est Léon Komlan Ahossi? Comment est-il parvenu à la politique? Quel a été son parcours? Voici la découverte du député. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir partagé. Et merci d'ailleurs de nous recevoir dans votre domicile. Première question, parce qu'il y a un adage fond qui dit « Vinon-nous et vinon-yon-gbede ». Il n'y a pas mieux que la personne qui a vécu l'histoire pour la raconter. Alors dites-nous, honorable, qui est Komlan Léon Ahossi? Merci, monsieur Adjiboucha. Je suis Komlan Léon Ahossi, né dans un petit village de la commune d'Atiémé qui s'appelle Konoué, et nous sommes dans le Mouno. Je suis le deuxième d'une fratrie de 11 enfants. J'ai fait mes études primaires dans mon village, Konoué. Je suis passé au collège Père au Pied. Mais avant Père au Pied, j'ai fait 3 jours au cours secondaire Notre-Dame de Porte-Nouveau et puis ensuite collège au Pied où j'ai passé 4 ans. Ensuite au lycée Béanzin où j'ai terminé le cycle secondaire avec le baccalauréat en 1973. Voilà. Alors après cela, entre-temps, vous avez fait carrière dans les douanes béninoises. Oui. Après le lycée, je suis entré à l'université du Dahomey. Et les choses n'ont pas très bien tourné à l'université là-bas. J'ai eu quelques ennuis avec le secrétaire de la DSJE, c'est comme ça qu'on appelait, Département des sciences juridiques et économiques. Et je me suis mis à passer des concours, donc je suis rentré en douane en 1976. Et j'y suis resté pendant 30 ans. J'ai accompli toute ma carrière. Évidemment, à l'époque, la Révolution avait créé les forces armées populaires du Bénin. Donc, nous sommes devenus douaniers, forestiers, policiers, gendarmes, tout le reste. Nous sommes devenus des éléments des forces armées populaires. Et nous, on nous appelait éléments des forces de sécurité publique. Donc j'ai fait cette carrière, j'ai fait la douane, j'ai sillonné pratiquement tout le territoire pendant 30 ans. Et je suis allé à la retraite le 1er janvier, ou pour ne pas dire le 31 décembre 2006. Je suis donc allé à la retraite et évidemment, avant d'aller à la retraite, un événement non programmé est intervenu dans ma vie. J'ai un cousin, ami, Métenoué Clément, qui voulait baptiser son premier fils, qui a choisi d'aller le faire dans mon village. Lui-même son village étant à peu près à 5 km, mais il était fortement soutenu par le feu président Émile Derlé-Zissou. Alors, quand les populations ont appris qu'il y avait un tel événement, compte tenu de ma proximité, parce que j'avais une petite ONG qui fournissait les médicaments de premiers soins dans toutes les écoles de l'arrondissement et puis un peu au-delà, les populations sont venues donc me soutenir. Le feu président Zissou, ayant remarqué l'ambiance, m'a dit « Mais pourquoi tu ne veux pas exploiter ça politiquement ?» Je lui ai dit « Oh, monsieur le président,
La politique ne m'intéresse pas. Je trouve ça trop tracassant. Tout ça. Il dit, mais il faut essayer, il ne faut pas échouer sans avoir essayé. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et le premier essai a été bon. Donc en 2007, soit moins de 4 mois après mon admission à la retraite, j'ai été élu député de la 5e législature. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. En dehors de la parenthèse de 2019, où le pouvoir en place a empêché toute l'opposition d'aller concourir. Et donc, ça a été la parenthèse. Et puis en 2023, j'ai été candidat et j'ai été réélu. Et là, je suis à l'Assemblée, 9e législature, et mes collègues m'ont fait le plaisir de me porter au poste de 2e vice-président du bureau de l'Assemblée. Voilà grosso modo ce que je veux dire. Mais entre-temps, quand j'étais fonctionnaire de l'administration des douanes, je me suis inscrit. J'avais commencé déjà à l'université du Dahomey. Et les choses ont mal tourné, ça a été interrompu. J'ai repris avec l'université d'Abomey-Calavi, où 8 années de dures épreuves, j'ai pu faire ma maîtrise. J'ai pu faire ma maîtrise en droit, option carrière judiciaire, droit des affaires et carrière judiciaire. Entrée en douane avec le baccalauréat, après ma licence, j'ai demandé et obtenu l'autorisation de faire ma formation d'administrateur. J'ai cherché l'école qui devait ouvrir le plus rapidement ses portes. Je me suis inscrit à l'École nationale d'administration d'Abidjan, où j'ai passé 2 années et je suis rentré avec mon diplôme d'administrateur de douane. Donc voilà, après ça, j'ai exercé. J'ai eu un peu plus de responsabilité avec le grade et j'ai exercé donc jusqu'au 31 décembre 2006, où j'ai terminé dans mon comé dans le Mono comme directeur régional adjoint des douanes. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde votre parcours, quand on a le bac en 1976 pour entrer à la douane, quel est le grade qu'on occupe? En 1976, j'étais entré contrôleur. J'étais entré contrôleur des douanes. Je dois ajouter que, avant d'entrer en douane, j'avais passé le concours des officiers de police. Et j'étais admis. Et j'étais à l'école de police. Je venais de faire 1 semaine quand les résultats de la douane sont sortis. Et je suis parti de la police. Voilà comment je suis devenu douanier. Et à la fin de la carrière, vous en êtes sorti colonel des douanes, c'est ça? Oui, je suis sorti colonel. J'ai le grade administratif, je dirais le plus élevé, hein, parce qu'en douane, il y a des généraux, mais ça, c'est un peu politique. J'ai fini normalement ma carrière administrative au grade qu'il fallait. Colonel des douanes à la retraite. Voilà. Et voilà. tout de suite, 4 mois après, reconverti en politique. Voilà. Quand vous étiez en carrière, quels sont les temps forts qui vous ont le plus marqué dans cette carrière de douanier? Les temps forts, ce qui m'a le plus marqué, c'est notre fusion dans les forces armées populaires. Parce que je le ressens toujours comme une pilule très amère. J'étais lieutenant des douanes avec 2 barrettes. Et puis, avec le statut des forces armées populaires, j'étais devenu adjudant-chef avec 1 barrette. C'était un peu humiliant. Mais nous étions sous le GMR. Et les contestations, surtout, vous savez, contestations militaires, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas permis. Même, donc à l'époque, même ce n'était pas permis. C'est l'époque qui m'a durement marqué parce que tout le monde m'a vu avec 2 barrettes et puis le lendemain avec 1 seule barrette.
C'était pas facile. Bon, ça n'a pas été trop difficile à gérer parce que, bon, nous étions nombreux dans le cas. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Ensuite, il y a que ma personnalité. Je ne sais pas si je suis Jean-Luc Mélenchon. Je n'étais pas trop soumis à ce qui me paraissait injuste. Donc j'ai fait la moitié de ma carrière pratiquement à la périphérie, c'est-à-dire pendant que tous mes camarades de promotion obtenaient des responsabilités, moi je suis resté sous ordre pendant longtemps. C'est pratiquement le dernier tiers de ma carrière qui m'a vu émerger. Voilà à peu près ce que je peux dire de ma carrière. Alors, lorsque on est douanier à la retraite et qu'on regarde un peu comment les douanes béninoises fonctionnent aujourd'hui, si vous étiez donné d'avoir une baguette magique et de corriger quelque chose à la douane, qu'est-ce que vous auriez pu corriger aujourd'hui? J'avoue que j'aurais remis la douane dans ses attributions parce qu'elle n'en a plus aujourd'hui. La douane n'en a plus aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on appelle Bénin Contrôle qui surplombe la douane et qui fait que la douane est devenue un service auxiliaire de Bénin Contrôle. Or, Bénin Contrôle, est-ce que la chose est nécessaire? Bon, je crois qu'on l'a hérité de Cotecna et puis il y a eu une autre structure. Mais ces structures ne dominaient pas la douane. Aujourd'hui, les douaniers, quand tu discutes avec eux, il y a un peu de dégoût qui se mêle à la chose. Bon, on fait avec en espérant que ça va finir bientôt. Il faut remettre là-dedans parce que c'est l'une des puissantes régies financières de l'État. Je crois après les impôts, c'est la douane et puis ensuite le trésor. Donc ces sources de financement de l'État qui sont contrôlées par des structures privées, c'est pas bon à entendre. C'est pas bon à entendre. Et j'avoue que si j'étais encore dans le métier, j'aurais attrapé beaucoup de sanctions. Parce que nous qui avions vu la force de la douane, nous qui avions été formés pour protéger les intérêts économiques de l'État, qu'on se trouve du jour au lendemain soumis à des gens qui n'y comprennent pas grand-chose, il faut le dire, qui vous dictent tout ce que vous avez à faire, et que l'ambiance, la conjoncture politique vous impose de vous taire, de ne pas dénoncer cela. C'est pénible, c'est pénible. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai appris que les sojaculteurs, pour sortir leurs produits des champs, doivent aller chercher un document à la douane pour qu'on s'assure qu'ils sortent le soja. Je n'ai pas encore vu le document, mais ça circule. Je dis non, la douane a existé et se donne les moyens de faire les contrôles. Et puis, soja, acajou, tout ça, de notre temps, on les appelait les produits du cru, qui n'étaient pas soumis à de si intenses tracasseries. Et il suffisait d'un passe avant. Il y a un document que nous appelions le passe avant, qui permettait de circuler dans les pays du Conseil de l'Entente, peut-être étendu plus tard aux pays de l'UEMOA. Mais c'est le propriétaire du produit, oignons, tout ça, c'est les propriétaires qui viennent en douane, qui se font délivrer ces documents, qui leur permettent de traverser le territoire. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je crois que j'aurais trop de remords aujourd'hui si j'étais encore douanier. Alors, lorsque vous étiez en train de parler, vous avez dit que vous n'êtes pas resté dans l'administration parce que votre élan un peu syndicaliste a fait que vous étiez un peu en porte-à-faux avec les dirigeants parce qu'on sait qui sont ceux qu'on met, malgré ce niveau, ce rang-là, dans les périphéries. Cela voudrait dire que quelque chose n'a pas fonctionné entre-temps. Parlez-nous un peu de cette parenthèse Mélenchon. Oui, Mélenchon, j'ai dit Mélenchon parce que
on le résume par cette phrase, la France insoumise. J'avoue que je ne me conformais pas, je ne me conformais pas. J'ai une nature de, pas de rébellion, mais j'aime voir les choses à leur place. J'aime que... Un peu justicier. Voilà, j'aime que la société... Je veux vivre dans une société un peu juste. Équilibrée. Bon, équilibrée, mais je n'ai pas eu ça, surtout dans l'administration douanière où les intérêts dominaient tout. C'est vrai que en douane, on peut avoir les sous sans tricher. On peut avoir les sous. Moi, la preuve, je suis parti à la retraite, j'ai continué à percevoir des primes sur les saisies que j'ai pu opérer. J'ai commencé à percevoir les primes jusqu'à 2 ans après ma retraite. Oh, en 2 ans après la retraite, j'ai eu plus d'une 30aine de millions. Donc, c'est vous dire que c'est un monde des intérêts. Et tant que vous n'êtes pas soumis, et tant que vous n'êtes pas prêt à jouer les jeux pas trop clairs, les jeux pas trop officiels, ben on vous met à l'écart. Comme me disait un de mes patrons, on ne bavarde pas trop ici. Donc, moi, je bavarde. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais, Dieu merci, avec le peu que j'ai eu, les gens pensent que Arossi est très riche. Je l'entends de temps en temps. Mais je dis, il vaut mieux faire plaisir que faire... Il vaut mieux faire envie que faire pitié. Bon, mais je suis à la retraite, je suis un homme... Je suis un homme bien, Je vis là avec ma famille, mes enfants sont tous partis, la dernière, plus de 35 ans, donc voilà, je vis avec mes ressources, ça va, je peux vous dire que ça va. Vous êtes un grand-père heureux. Ah, très heureux, très heureux. J'ai d'ailleurs coincé un de mes enfants dans la maison, parce que la maison est assez grande. Et quand mes petits-fils rentrent de l'école, la première chose, ils crient, ils rentrent dans la chambre de Pépé, ils sautent. Ça, c'est un autre plaisir. Donc, je ne souhaite pas me priver de sitôt. Alors, entre-temps, vous avez fait 4 mois à peine à la maison quand vous avez remis le pied à l'étrier en entrant en politique. Comment s'est passée cette transition entre la retraite au niveau des douanes, là encore on parle du public, du peuple, et l'entrée en politique? Non, en fait, la transition a commencé même avant que je parte pour la retraite. Parce que, comme je le disais, j'ai pris ma retraite à Comé. Et comme le président Zissou m'avait recommandé d'essayer, bon, directeur régional adjoint, je n'étais pas très occupé. Donc j'étais dans les réunions. Donc je n'ai pas vu la transition venir, je ne l'ai pas vu passer. J'ai vu un fonctionnaire des douanes devenir député. Lorsqu'on regarde à l'Assemblée nationale, hein, cette histoire-là se répète. Le président de l'Assemblée nationale fut un de vos collègues. J'ai plein d'amis douaniers qui, entre la douane, plein de colonels d'ailleurs, qui, entre la douane et la politique, ont fait juste une mutation. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux fonctions? Non, le rapport entre les deux fonctions, je dirais non. Non, mais on ne se cache pas derrière un doigt. La politique telle que conçue au Bénin demandait un peu de ressources. Je dis continue à demander un peu de ressources. Et parmi les fonctionnaires de l'État, j'avoue, et vous le savez que l'administration douanière est un peu privilégiée. Donc nous, on a pu faire quelques réserves qui nous ont permis d'affronter l'électorat. Et puis, en ce moment où il n'y avait pas la ruée vers la politique, ça nous a facilité un peu les choses. D'ailleurs, je dois vous dire que de la 17e circonscription où je suis issu, les 2 premiers députés, quand j'entrais, nous étions des collègues de service. Donc, il n'y a que notre situation administrative nous a aidé un peu, nous a favorisé un peu les choses. Alors, vous entrez en politique, vous faites un coup d'essai, un coup de maître en 2007.
vous postulez donc pour la mandature, la 5e mandature, si mes souvenirs sont bons, et vous entrez à l'Assemblée nationale. Quand vous quittez l'univers des bureaux, l'univers du terrain, pour vous retrouver dans un enclos quelque part à Porto Novo, quels ont été les premiers sentiments qui vous ont animé? Oui, les premiers sentiments, je dois d'abord dire que, ayant fait le collège Père au pied, j'ai été éduqué sur la rigueur dans la gestion du temps. Mais le premier sentiment, c'est que en politique, le temps n'est pas... On ne respecte pas le temps. On ne respecte pas le temps. Depuis que je suis entré jusqu'à aujourd'hui, on ne respecte pas le temps. Et ça se gère comme ça. Et ça m'a d'ailleurs donné de mauvaises habitudes. Parce que les plénières sont convoquées généralement pour 10 heures. Bon, moi, j'arrivais à 9h45, j'étais au Parlement. Et imaginez-vous, pendant 12 ans, je n'ai pas eu de bureau. Je n'avais que ma voiture pour attendre que les plénières commencent. J'étais assis dans la voiture. Ça a été un peu difficile. Bon, à la 9e, comme je l'ai dit tantôt, et je remercie les collègues, tenant compte certainement de mon âge, ils m'ont casé et j'ai un bureau qui me permet, si ça ne commence pas, d'attendre tranquillement au bureau. Voilà. Donc les débuts n'ont pas été faciles, mais à présent ça s'est amélioré un peu. Et je trouve que ça va s'améliorer davantage pour ceux qui seront à la 10e législature, parce qu'on a les nouveaux bâtiments de l'Assemblée qui sont en train d'être achevés. Et je crois qu'il y aura un peu plus de confort pour les autres, parce que quand je regarde aujourd'hui mes autres collègues qui n'ont pas de responsabilité assis dans leur voiture, ça gêne un peu. Et puis, ça fait aussi que les gens viennent en retard, sachant qu'on ne commence pas à l'heure, les gens viennent en retard. Voilà ce que je peux... Alors, vous entrez à l'Assemblée nationale, un peu dépaysé, un peu embêté par les conditions, n'est-ce pas, de démarrage des travaux à l'Assemblée. Mais tout de suite, on vous remarque parmi les voix qui tonnent à l'Assemblée, parce qu'il y avait quand même des séances télévisées qui nous permettaient de voir des gens opiner. Là aussi, comment ça s'est passé, ce premier séjour à l'Assemblée nationale, dans les grands dossiers de la République? Comment vous vous étiez retrouvé? Vous étiez de la mouvance? Mouvance, non. J'avais démarré à l'Assemblée sous les auspices de la mouvance. Mais très tôt, le divorce est apparu. Le divorce est apparu parce que il fallait, à l'Assemblée, il faut être logé dans un groupe. Il faut être logé dans un groupe, sinon seul, on est isolé, on est fragile. Donc, j'étais d'abord député UNDP du président Émile Derlin Zissou. Oui. Mais le président Yahi, qui venait d'arriver, et bon, je le dis ainsi, qui faisait l'apprentissage de la politique, il y a eu des heurts entre nous. Je l'ai très tôt quitté. Je l'ai très tôt quitté pour m'engager en plein dans les groupes. Dans les groupes. Donc, le G13, le G13 est né, et puis j'ai la culture des réclamations, j'ai la culture de voir les choses à leur place. Bon, ce qui nous a fait durcir le ton, ça il faut le dire, c'est quand le président Yahya a appris qu'il y a un petit front de l'opposition est né, il a dit « laissez-les, je vais les broyer ». Ah, ça a fait que... Ça a galvanisé la troupe. Et nous l'avons combattu. Et j'avoue aujourd'hui qu'il y a
des dossiers sur lesquels on aurait pu l'accompagner. Parce que à un moment donné, il a compris que sans ce noyau qui pouvait chapeauter les FCBE ou chapeauter le grand groupe de l'opposition Union fait la nation, on pouvait lui être utile. Bon, malheureusement, nous avons été intransigeants avec lui. Et j'avoue aujourd'hui que notre position a été très dure, parce qu'un jour, j'étais avec lui dans son salon, on échangeait, il m'a dit, le G13 m'a fait perdre plus de 600 milliards d'investissements. Ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal parce que c'est la période où tous les dossiers de prêt passaient par l'Assemblée. Et l'Assemblée pouvait accepter de l'accompagner ou refuser, rejeter le dossier. Malheureusement, nous nous sommes alliés et le groupe s'appelait les GEF. Les GEF, on s'opposait. Et bon, c'est vrai que c'était pas bon. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à filtrer la discipline de groupe. Ça m'a appris à filtrer la discipline de groupe parce que si c'était aujourd'hui, il y a des choses que moi j'aurais demandé qu'on accorde au président Yahi. Parce que je me rappelle qu'on a rejeté un prêt avec intérêt de 2,75. Bon, on voulait 0,5, on voulait 1, mais aujourd'hui on a des prêts d'intérêt 5%. Et ça passe parce que il n'y a plus de filtre. L'Assemblée monocolore, l'Assemblée, je ne vais pas trouver des mots plus sévères, de la 8e législature a fait des choses qui ont fait reculer le pays. Et eux-mêmes, ils le disent. Je vais vous donner un exemple. Les policiers et les militaires qu'on a renvoyés du boulot après 20 ans de service. J'ai un collègue qui a son neveu dedans. Il me dit, si je savais que c'est l'usage qu'on allait en faire, je n'aurais pas voté. J'ai dit, mais ce que tu dis, c'est trop tard. Il faut être constamment homme. Comme dit le président Laurent Gbagbo, quand un homme passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. Donc, si vous ratez ces occasions et puis après vous vous mordez les doigts, ce n'est pas bon. Je crois que la 8e législature a fait le lit au président Talon pour déboucher sur ce qu'on voit des Rwandais dans nos couloirs, des Béninois qui, ma foi, ont des emplois non sécurisés. Quand je pense à ça, je pense aux AME, je pense à tous ces gars qui n'ont plus, il n'y a plus les contrats à durée indéterminée, il n'y en a plus pratiquement. C'est eux qui ont fait le lit. Et ça va être difficile à corriger tant qu'ils auront la majorité parce que c'est des gens qui obéissent au claquement de doigts au chef de l'État. Et bon, voilà, on vit dans ça. Nous recherchons la majorité, nous voulons reprendre le pouvoir pour corriger plein de choses. Il y a plein de choses, il y a trop de choses. Les taxes aujourd'hui sont... les paysans n'arrivent pas à tenir. Il y a trop de taxes. Et en plus de ça, il y a trop de prêts. Alors, mais où va le pays? Il y a autant de choses qu'il faut remettre à l'endroit, remettre aux mains du peuple pour qu'on corrige. Parce que le chef de l'État est un commerçant. Un commerçant à la tête d'un pays, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que lui, il sait se battre pour protéger ses intérêts. Et la collusion des intérêts personnels avec les intérêts de l'État, c'est pas bon pour l'État. Mais entre-temps, vous étiez contre le président Yahi sur un certain nombre de dossiers pendant que vous étiez GEF à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on enlève un docteur en économie, on amène
un commerçant, un homme d'affaires. Vous dites que ce n'est pas bien. Finalement, qui sera bon à l'Assemblée nationale, à la tête du pays? Non, à la tête du pays, il y a quelque chose de positif dans la pensée du président Talon qu'il faut que je souligne, même s'il ne le pratique pas, même s'il l'évite. Il faut un homme politique averti. Un homme politique averti, c'est celui qui s'entoure des cadres de tout horizon et qui est prêt à écouter. Et qui est prêt à écouter. Quand on prend docteur en économie qui n'est pas un homme politique, il commet des erreurs. Parce que il y a des choses qui se présentent à lui qu'il ne connaît pas. Quand on prend un opérateur économique, et comme l'a dit le président Talon, tout ce que je fais, je vois d'abord ce que je gagne. C'est pas bon à entendre, mais c'est pas méchant. C'est la nature du chasseur d'argent. Bon. Donc moi, je crois qu'il faut un homme politique. Ça, il le dit. Je ne sais pas s'il est sincère. Il le dit. Je crois que si on en arrive là, les choses vont s'améliorer. Bon, je vous l'ai dit tantôt, hein, il y a des choses que nous avons combattues, que j'ai combattues sous le régime du président Yahi, et pour lesquelles j'aurais été plus tolérant aujourd'hui. Avec le recul, avec la façon dont je comprends la politique, j'aurais été plus tolérant. Bon, maintenant, quelqu'un m'a dit, vous avez combattu le président Yahi, vous vous retrouvez ensemble pour... Je dis oui, parce que, vous savez, le président Yahi avait ceci de très positif qu'il faut saluer. Ces conflits avec le président Talon avaient atteint une limite hors du commun. Et pourtant, il organise les élections. Il permet au président Talon d'être candidat. Il lui passe le pouvoir. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas fréquentes. Mais aujourd'hui, le président Talon empêche tout le monde d'être candidat. Il empêche systématiquement tout le monde. En fait, tout le monde le sait. Les groupes de travail des Nations Unies, la justice interne, c'est que Aïvo et Mme Rekia sont en prison parce qu'ils ont voulu être candidats. Les petits propos, moi je suis le chef de l'État, j'ai la force publique. Quand je sens que quelqu'un veut déborder, bon, il y a 1000 façons de le ramener dans le cadre. Et puis, les gens comme Adjavon, comme Ikunche, mais Djanotin, c'est un homme d'une droiture exceptionnelle. Ça, le président annonçait que Djanotin est un homme d'une droiture exceptionnelle. Il a dit, bon, c'est adossé un peu à son père, il a fait l'enfant bébé au lait, mais il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Parce que ceux qui sont à la tête de la mairie aujourd'hui, est-ce qu'ils font mieux? Non. Non, quand je vois le maire de Cotonou, je dis, bon, ça, il n'est maire que par la volonté du président Talon, mais celui-là n'a pas le poids pour remplacer Liadi Soglo. Non. En quoi vous l'appréciez? Mais il se promène sur tout le territoire, président de... La NCB? Oh, ANCB aussi, je le vois dans les murs des écoles en construction, il se promène. Président de fondation. Président de fondation. D'abord, je dois dire que les grands présidents de fondation que je connais, c'est des gens pas très honnêtes. Bill Gates n'est pas honnête. Vous savez l'histoire de Big Pharma. Nous le dit, il n'est pas honnête. Et Jacques Chirac a créé une fondation. Vous avez appris plus tard qu'il a escroqué les chefs d'État pour financer sa fondation. Je ne sais pas où lui trouve l'argent, hein, je ne sais pas. Mais vous parlez des présidents des fondations, mais est-ce que les hommes politiques sont honnêtes au Bénin? Non, non. Si je vous dis que les hommes politiques sont honnêtes, je représenterai un arbre qui cache la forêt. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Luc? Non,
non. Lui, ça dit... Qui se concentre sur Cotonou? D'abord que personne ne le connaît à Cotonou. On l'a amené, on a empêché tout ce qui pouvait le concurrencer d'être candidat. Et puis bon, j'ai appris qu'il veut être président de la République. Mais notre République est tombée si bas. Mais ce sont les lois qui le permettent. Bon, ben, et puis moi, je lui en veux parce que je suis habitant de Calavi et de Cotonou. J'ai maison à Cotonou, je paye les impôts à Cotonou. On lui écrit, il ne répond même pas. Il est dans les fondations, il est dans ANCB. Moi, je ne peux pas accepter ça. Vous êtes de l'opposition? Oui, en plus que je suis de l'opposition, bon, je me sens à l'aise dans mon opposition. Je me sens très à l'aise et comme je l'ai dit à quelqu'un qui m'a demandé si Obé ne m'a pas donné de l'argent. J'ai dit non, si je voulais l'argent, je serais allé à la mouvance. J'ai vu des collègues s'attaquer à la gestion du président Talon dès le début, en 2016, et puis aujourd'hui, qui sont bien installés, bien lotis. Bon, c'est leur choix, mais moi, je pense que l'homme ne vit pas seulement que pour le pain. Encore que vous, votre pain, il n'a pas trop de problèmes. Léon Basile, Léon Komlan Arossi, dites-nous, vous êtes entré dans les LD, et puis, entre-temps, vous avez quitté, on a l'épisode de 2019, et puis après, LD revient à l'Assemblée nationale. Vous occupez d'ailleurs une place privilégiée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais le constat triste et amer que nous faisons, c'est que sur tous les dossiers, notamment le vote du budget, vous n'avez jamais donné votre caution pour le vote du budget. Alors, à cette allure, comment pensez-vous que le pays peut fonctionner si, entre-temps, tout le monde se comportait comme vous? Bon, je veux d'abord vous dire que LD est né seulement en 2020. J'étais Union fait la nation et quand j'ai vu les tendances à l'Assemblée, voter les lois, et puis le président Talon ne l'a pas caché. Il a dit que les projets de loi devaient être votés les yeux fermés. Or, moi, je ne ferme mes yeux que lorsque je veux dormir. Donc, je ne peux pas voter en dormant. Donc, j'ai commencé le débat au sein de l'Union fait la nation. Je n'ai pas été satisfait, donc je suis parti. Je suis parti et je ne suis plus entré dans aucun parti. Après, il y a eu USL qui m'a sollicité. J'y suis allé, mais malheureusement, le fonctionnement n'était pas ce que je souhaitais. Le fonctionnement n'était pas à la hauteur de mes espérances. Je suis parti. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que je suis un homme libre dans la pensée et dans la tête. Les démocrates sont nés. J'ai été le président du comité d'organisation du Congrès. C'est né, et puis bon, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Je ne regrette pas d'être démocrate. Je ne le regrette pas. C'est le cadre, pour moi, c'est le cadre le moins contraignant pour m'exprimer. Parce que nos collègues mouvanciers, ils ont des choses à dire, mais gare à qui prendra la parole. Donc moi, je crois que je me suis retrouvé dans un milieu où je dis ce que je pense. Quand je veux discuter avec le président du parti, je prends un rendez-vous à deux. Ça chauffe entre nous et puis ça s'arrête là. Les choses reprennent. Mais le budget national, la loi de finances 2017, on l'a voté à l'unanimité. L'unanimité. Opposition, mouvance, on a voté. Je crois 2018 aussi. Les difficultés ont commencé quand le gouvernement, le chef de l'État, a commencé à martyriser l'opposition. Il y a des choses sur lesquelles on peut discuter et qu'on fasse un peu de concession. De tout le temps que j'ai passé à l'Assemblée, par exemple, et en application de la décision du consensus, un consensus qui a une valeur constitutionnelle
Par exemple, c'est ça qui m'a permis d'être au bureau de l'Assemblée. Mais les commissions, l'opposition a toujours eu une place dans les commissions permanentes. Ben, ils ont décidé de ne pas le faire. Mais vous avez refusé les places qu'on vous a données. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On confie une commission à l'opposition. Sur les 5. Ok. Bon. Et puis, on vous donne des places où vous ne pouvez pas peser sur les débats. C'était pas ça. Donc, vous êtes figurant dans le dispositif. Voilà. Donc, ça fait que on est froissé, on est frustré. Et ça se ressent sur les votes dont vous parlez. La dernière fois, on a fait rejet du budget. D'abord du rapport du président et puis du budget. C'est des choses sur lesquelles on pouvait avoir un consensus. Mais quand c'est toujours vous, dans les débats, c'est vous qui n'avez rien. Bon, vous avez la liberté quelquefois de faire, mais vous faites. Et puis, même les mouvanciers, on dit que l'opposition a voté par principe contre le budget. Les mouvanciers aussi, moi je dis, n'ont pas tenu compte des travaux budgétaires parce que il y a plein de questions qu'on a adressées au ministre. On attendait les réponses, les analyser pour prendre une décision. On n'a pas eu les réponses. On a eu quelques réponses partielles. Bon, et puis on vote. Ça veut dire qu'eux aussi, ils votent par principe. Bon, comme nous, on est un peu plus libre. Nous, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Donc, et puis, vous avez constaté, nous avons déposé une proposition de loi pour les détenus politiques et ceux qui sont en exil. Mais depuis 2003, ça n'a jamais été évoqué. On nous dit la forme, la formulation. Non. Et puis moi, je trouve de la lâcheté un peu dedans parce que nos collègues du Nord, il faut le dire, n'ont pas le courage de voter contre la libération de Mandougou. Ah, ils ne peuvent pas. Parce que vous savez, c'est une caractéristique de l'électorat du Nord. Quand quelqu'un va leur dire c'est à cause de Pascal que Requier est toujours en tour, ils ne voteront plus pour lui. Ils ne voteront plus pour lui. Or, ils ont peur de ça. En même temps, ils ont peur de lever le doigt pour voter pour leur liberté, parce que le patron les regarde. Mais est-ce que ce que vous demandez n'est pas trop? Est-ce que vous ne demandez pas, par exemple, qu'on libère des gens qui ont, qu'on laisse venir sur le territoire des gens qui ont des démêlés avec la justice? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont en exil, là, n'ont rien à se reprocher? Monsieur le journaliste, si on ramasse tous ceux qui ont des choses à se reprocher, ceux qui sont là, qui soutiennent le système, sont les plus nombreux. Je n'ai pas envie vous pensez que c'est parce qu'ils sont dans le système que... Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas envie de citer des cas pour ne pas froisser des amis, des gens avec qui je suis devenu pro. Oui, mais écoutez, même si il y a des zones d'ombre dans les décisions de justice, je crois que les décisions de justice doivent être respectées. Bon, notre compatriote Adjabon a été jugé pour une affaire de drogue. Une drogue chaude qu'on a trouvée dans un conteneur frigorifique. Quelqu'un m'a dit que ça ressemble un peu à l'affaire du coup d'État, bref. Et avec, c'est fini, le délai d'appel est passé. Et puis on crée la criette, on le renvoie devant la criette. Ce n'est pas des choses bien. C'est pas des choses bien. Alors, si vous étiez donné de donner des conseils au président Patrice Talon, nonobstant votre position d'opposant, d'aîné, parce que là, vous êtes son aîné, si vous étiez donné, en tant qu'aîné, de conseiller votre jeune frère pour une sortie honorable de fin de mandat, qu'est-ce que vous auriez pu lui dire? D'abord, je lui souhaite une fin de sortie honorable. Je le lui souhaite. Je le souhaite parce que tout le parcours a été, je dirais, poussiéreux. Je lui dirais de désamorcer toutes les bombes qui sont en attente. De désamorcer. Qu'on le veuille ou non, Adjabon
retrouvera son pays. Kounché, Djenotin, Liadi, et il y a un jeune, j'oublie le nom, Léonce, ils retrouveront leur pays. On ne fait que retarder ça. Or, ceux-là ont des choses à apporter. Tout citoyen a quelque chose à apporter à son pays. Donc moi, je demanderai au président Talon de désamorcer, de sortir Rekiaé à Ivo de là. Et puis il y a encore plein d'étudiants qui sont dans les prisons. Moi, je crois que tout ça, ça n'honore pas le président. Et puis l'homme, demain, je veux voir le président Patrice Talon se promener au volant de sa voiture à travers la ville, aller à la plage avec ses petits-enfants. Ben, pourquoi pas? Que je m'arrête au supermarché pour le saluer, échanger un peu avec lui. Mais est-ce que, avec tant de récriminations, il aura le cœur tranquille et il aura la facilité de circuler comme moi, d'aller où il veut comme moi, s'il n'est pas protégé par ses gardes? C'est vrai que le peuple béninois est un peuple pacifique et je suis très heureux d'appartenir à ce peuple. Mais je lui conseillerais de tout relâcher parce que on a dit que Rekia voulait tuer le maire de Parakou. Elle ne l'a pas tué. Mais ceux qui ont tiré sur les populations, qui ont tué, on leur a fait amnistie. Mais un jour, cette amnistie sera remise en cause. Moi, j'ai dit d'aller écrire quelque part. Ça va être remis en cause. Peut-être pendant que nous sommes encore là, peut-être après nous. Mais ceux qui ont l'intention de tuer sont en prison pour 20 ans. Ceux qui ont tué, on leur a dit, c'est sous perte et profit. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je souhaite que le président Patrice Talon désamorce tout ce qu'il a mis. Qu'il surprenne tout le monde en devenant moins dur, en devenant plus compréhensif, en préparant une sortie. Mais si ces choses-là se font, le jour où il va quitter le pouvoir, moi, je vais demander à aller chez lui l'embrasser pour dire « Ah, président, c'est mal parti, mais c'est bien terminé, bravo ». Alors, cette entrevue tire à sa fin. On va parler un peu des démocrates. Beaucoup pensent que vous n'êtes pas bien organisé pour aller à la conquête du pouvoir en 2026, parce que là, lorsqu'on regarde à l'intérieur, il y a quelques couacs qui ne permettent pas le bon fonctionnement. On ne vous voit pas bien discipliné, bien organisé. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt pour prendre la relève en 2026 si Patrice Talon levait, n'est-ce pas, la main sur tout pour vous permettre de compétir? Bon, moi, je n'ai pas vu les couacs dont vous parlez. Je n'ai pas vu les couacs dont vous parlez. Mais il a dû prendre les taureaux par les cornes à Parakou, alors qu'on savait clairement que les choses étaient bien dessinées. Oui, ça a été un débat interne. Ceux qui ont estimé que le président Yahi, avec son expérience de 10 ans à la tête de l'État, président de l'Union africaine, président de la CEDEAO, il a fait beaucoup de brassages qui lui permettent d'avoir un peu plus d'expérience que nous autres. Et ceux-là étaient les plus nombreux. Donc, il a pris. Bon. Et moi, j'avoue qu'il n'y a pas de couac. Est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Et puis, prendre le pouvoir, il s'agira de désigner notre duo et nous allons le faire. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Vous connaissez le duo des autres? Donc c'est une stratégie. Tout le monde est en retard. Et puis chez eux, même ceux qui pensent, cachent leur pensée. Si vous le dites, on vous renvoie du gouvernement. Donc nous on n'a pas... On y réfléchit. Le président Yahi nous a lancé dans les réflexions. Et on va se revoir sous peu. Dites à qui vous pensez. Dites. Préparez les arguments pour lesquels vous pensez. Et puis, on va se retrouver. On fera une première synthèse. Si on vient avec 15 candidats, on fera une première synthèse. On va en retenir 5 ou 6.
on repart et puis on revient, on va choisir. Non, moi je crois que les perspectives sont bonnes pour les démocrates. Ça, je le dis. Les perspectives sont bonnes. Vous ne verrez pas les populations, les élus locaux, les élus communaux démissionner du BR pour aller à UP ou démissionner de UP pour aller... Et quand ils démissionnent, c'est LD. Donc, moi, je crois que les perspectives sont bonnes. Et puis, leur histoire de les délégués, les chefs de quartier, tout ça là, j'ai dit... C'est un faux combat. Un faux combat parce que celui qui est délégué, celui qui est chef quartier, celui qui est chef de village, que vous désagrégez, que vous déstabilisez, mais il a été élu par une masse critique d'électeurs. Alors, il part avec ces gens. Ce n'est pas le seul délégué ou chef de village. Moi, j'ai dit aux miens, restez tranquille, oubliez ça. On sera derrière vous pour qu'on reprenne nos villages et quartiers de ville en 2026. Bon, ces choses qui signalent une frilosité, ces choses qui nous font voir, qui nous font toucher du doigt que les autres ont peur. Et puis les lois, on tord le cou. La loi, c'est ce qui est bon pour un peuple. Mais le code, tout le monde critique. Même les mouvanciers critiquent, mais ils ne sont pas libres comme moi pour dire. Parce que l'histoire des 20% là, ils en ont aussi peur que nous. Alors très rapidement pour 2026, les élections générales, vous pensez que ça va se passer comme d'habitude ou vous avez des craintes par rapport à ça? Non, ça ne peut plus se passer comme d'habitude puisqu'on a des lois, je dirais, tordues. Des lois acquises par la majorité mécanique. Ça ne peut plus se passer comme avant. Si c'était comme ça, le président Talon ne serait pas président de la République. Si c'était comme ça, s'il fallait des députés, des maires, tout ça, il n'en avait pas. Bon, mais maintenant que tous sont à genoux et qui tremblent, et qui sont avec lui, bon, ça lui marche. Non, il faut la première chose, la première décision que tout le monde souhaite que le président Talon prenne, c'est la relecture du code électoral. Tout le monde en parle. Même les siens mettent la parole dans nos bouches pour parler. Non, parce que... Que faut-il faire alors pour que... Mais c'est lui. Il tient son groupe d'une main de fer. Et puis, les gens obéissent. Quand vous ne voulez pas obéir, vous savez ce qui vous attend. Donc moi, je crois que il a le devenir, il a les prochains jours du pays en ses mains. Ça va être calme, ça va être bouillant. Il faut qu'il le sache. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Monsieur le Président, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord de profiter de votre canal en cette fin d'année pour présenter les vœux. Les vœux à ma famille, mon épouse, mes enfants. C'est vrai qu'ils sont tous grands, mes petits-enfants. C'est mon premier noyau. Je leur souhaite 2025, un très bon 2025. Je le souhaite ensuite, je souhaite au parti Les Démocrates de profiter de 2025, de s'enraciner davantage pour prendre le pouvoir en 2026 et surtout la santé à son président, le docteur Boni Yayi. Je serais incomplet si je ne fais pas mes vœux de santé au président Talon, parce que, qu'on le veuille ou non, il a la destinée du pays jusqu'en 2006. Et s'il ne se 2026, s'il ne se porte pas bien, ce n'est pas bon pour nous. Même les grands pays qui ont perdu leur président en plein exercice ont mis du mal à se redresser. C'est pourquoi j'ai dit, je suis contre les coups d'État, mais je lui souhaite de bien se porter pour que nous aussi, en 2026, on en finisse avec lui en douceur. En douceur, et qu'il retrouve la joie de vivre sans être président. Je le souhaite à sa famille, à son gouvernement, à toutes nos institutions,
Notre pays est un pays de paix et que les choses qui se sont passées pendant son règne, des morts inutiles, que 2025 fasse une couche sur tout ça et que le Béninois retrouve la joie d'être Béninois. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Monsieur Komlan Léon Ahossi, c'était le vice-président de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, dans votre émission Icône. J'espère que vous avez connu l'homme, ses principes et ce qui gouverne, n'est-ce pas, sa façon de voir les choses dans cette émission. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez scotchés, Speedline TV. Le meilleur reste à venir.